Donc je vais pas tenter une synthèse, mais par contre, je vais quand même essayer de dire quelques mots, si vous permettez, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, qui est extrêmement riche, donc, et que je voudrais, si je puis dire, vectoriser un peu, voilà, par rapport à une trajectoire qui est, voilà, plus ou moins organisé a priori par un programme qui d'ailleurs a été bouleversé par des impossibilités de gens. On a changé des conférences parce qu'il y a des problèmes d'avion, etc. Bref, je vais pas rentrer dans le détail. Et puis je voudrais surtout donner des éléments de contexte que vous n'avez pas, que personne n'a d'ailleurs, que je suis seul à avoir, peut-être Hugh un tout petit peu, de pourquoi cette discussion ce matin avec ces 3 intervenants. En fait, Hugh m'a invité il y a 2 ans à Leuphana. Maintenant, je suis fellow comme lui d'ailleurs à l'université Leuphana de Lüneburg. Et il a organisé, dans ce contexte-là, là, au printemps dernier, une série de discussions, de séminaires, de conférences avec différentes personnalités d'Allemagne surtout. Et une de ces conférences a porté sur la notion d'information. Le nom de la journée, c'était Information et anthropologie. Hugh avait lui-même donné une conférence sur Simondon et l'information 2 mois ou 3 mois plus tôt à Paris. D'ailleurs, je signale en passant qu'un livre vient de sortir tout récemment dans la même collection que là où tu as publié ton Turing, aux belles lettres sur Simondon de Barthélemy, de Jean-Hugues Barthélemy. Je vous recommande vraiment de lire ce livre parce qu'il est, notamment sur cette question de l'information, très très intéressant. Alors, quand Hugh m'a invité, je vous ai cité, vous, Jean Lassègue et Giuseppe Longo, voilà, comme un, je sais pas comment dire, pas un contrepoids, mais un point, disons, appelons ça un point de dialectisation, voilà, pour discuter la question de Simondon et de l'information, et aussi de l'anthropologie et de l'information. J'avais une raison bien précise à cela, et je vais la répéter maintenant, pour essayer de, voilà, pour vous la proposer en tout cas comme un des éléments de discussion possible. Je m'appuyais là sur des travaux, alors que j'ai repris d'ailleurs depuis dans un séminaire qui viennent de ton travail sur Turing, là où Jean Lassègue, dans un livre que je vous recommande de lire, qui est donc consacré à Alan Turing, qui est une lecture non traditionnelle, enfin, de Turing, écrit à page 142-143, je cite un tout petit peu, ça va pas être long. Il y a une certaine facilité intellectuelle à ne considérer l'informatique que dans son indépendance au substrat physique. Dans la mesure où c'est précisément parce qu'elle entretient des rapports avec un type particulier de substrat qu'elle offre, pour les êtres humains, un intérêt. Un peu plus loin, c'est aussi parce que ce décalage, alors, il dit, je vais tout citer, c'est par ce décalage dans les temps de traitement de l'information, c'est par ce décalage dans les temps de traitement que l'informatique peut prétendre à une pertinence physique dans la modélisation. Mais c'est aussi parce que ce décalage reste interprétable qu'elle a une portée pour les êtres humains. Aussi est-ce l'interaction entre les êtres humains et leurs expressions algorithmiques incarnées sous forme de machines qui est véritablement créatrice de formes. Dans le langage de Simondon, on dirait d'individuation. Véritable processus d'individuation. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais cité un autre texte que Jean et Giuseppe ont écrit ensemble, qui a été publié chez Springer, et qui explore la question de Mechanism and Writing chez Simondon. Chez Turing. Je voulais rappeler ces références-là que j'avais, adressées à Hugh et aussi à la communauté on pourrait dire des Simondoniens, parce que j'ai un problème avec Simondon. Je suis personnellement un lecteur très assidu de Simondon et que je cite à peu près à toutes les pages que j'écris, donc voilà. Et donc j'y accorde une très grande importance à la pensée de Simondon, mais je pense qu'elle a un point faible.
Et je pense que ce point faible, c'est l'idée que l'information peut être séparée de son support. Car ça, c'est ce que partage fondamentalement, à mon point de vue, Simondon avec la cybernétique. Et je ne suis pas d'accord avec cette théorie, y compris d'ailleurs dans le sens où John Stewart disait déjà il y a 25 ans, quand nous faisions, John Stewart c'est un biologiste qui faisait partie de l'équipe Costec à l'université de Compiègne quand j'étais directeur de cette équipe, et qui disait, en biologie, on ne peut pas séparer la matière et la forme. L'être vivant est matérialisé de part en part. Voilà. En fait, moi, je pense que c'est pas simplement vrai en biologie, et que après, on peut faire des décompositions comme Aristote dit, les dialecticiens décomposent, etc. Mais ça n'est que de la dialectique, et quand on revient au phénomène, ça n'est jamais comme ça que ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi dire cela par rapport à, par exemple, à l'informatique. Mais plus généralement, par rapport à toute forme d'inscription. Où Searle, par exemple, propose une pensée géométrique en 1936, ou 37, c'est 36, je crois, ouais, c'est 36, voilà, qui fait de l'écriture la condition de la podictique. Et la condition au sens très fort. C'est-à-dire, et je pense qu'il faut prendre ça absolument au sérieux. Absolument au sérieux, et prendre aussi Simondon au sérieux, mais pas en suivant Simondon lorsque lui-même ne se prend pas suffisamment au sérieux, à mon avis. Qu'est-ce que je veux dire, prendre Simondon au sérieux? Ça veut dire pour moi, prendre au sérieux ce que dit Simondon dans Du mode d'existence des objets techniques, lorsqu'il dit que le transindividuel est conditionné par ses supports. Et là, il est en contradiction avec lui-même, parce qu'il ne peut pas dire ça et en même temps dire qu'on peut penser l'information sans les supports. Ça n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que d'ailleurs Barthélemy explore dans son bouquin. Et je pense qu'aujourd'hui... Oui, tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question du numérique doit être prise comme cela. Et dernier mot, c'était une proposition, une perche que je voulais... Je soutiens, moi, que chez Emmanuel Kant, l'analytique est du côté de l'entendement et la raison est synthétique. La raison est synthétique en plusieurs sens. Mais ça veut dire, selon moi, que chez Kant, la raison qui ne peut pas se passer de l'entendement, mais l'entendement qui peut marcher sans raison, par contre, et qui peut être automatisé, qui peut devenir une machine, par exemple. Un ordinateur, c'est une concrétion de l'entendement, d'un état figé de l'entendement. Pour moi, en tout cas. Et aujourd'hui, la question qui nous est posée, par exemple, l'article de Chris Anderson qu'a cité tout à fait à la fin de son intervention Giuseppe pour dire que c'est un scandale cet article, et c'est effectivement un scandale. Bon. Mais cet article décrit quelque chose qui est possible. Et si c'est possible, c'est parce que il est possible de séparer l'entendement et la raison. Dans les faits, pas en droit, mais dans les faits, il est possible. C'est ce que fait le capitalisme en réalité, selon moi, ce que j'appelais tout à l'heure le capitalisme computationnel. Et je pense qu'il faut aujourd'hui construire un projet qui réintroduise de la raison, c'est-à-dire de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation. Maintenant, il faut faire très attention parce que il y aurait une tentation qui serait de dire l'entendement analytique computationnalisable, c'est l'artefact, c'est la technique, etc., etc. Et la raison, et l'herménéia, c'est ce qui n'est pas cela. Eh bien non, surtout pas. La technique est des deux côtés. Pardon ? On reproduit la différence. On reproduit, exactement. Et aujourd'hui, je pense que la question qui se pose à nous, de ce que j'appelais ce matin une épistémologie du numérique, ou des digital studies, je signale aussi que l'ANR, à travers EVA, porte cette problématique et qu'il y a un appel à communication, un appel à projet qui va sortir très bientôt sur ces questions-là, et qu'un des buts aussi de cette réunion et de ce séminaire, c'est d'activer dans la communauté scientifique et universitaire française une réflexion sur tout cela. Je le précise parce que c'est quand même important. Voilà, je voulais vous lancer ces questions en terminant en disant aussi, j'aurais beaucoup aimé parler de milieu associé, etc., mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, en lançant aussi que la question du rapport entre continu et discontinu, enfin entre discret et continu, pour moi, c'est la question du rapport interprétation et extériorisation. Parce qu'on ne peut extérioriser qu'en discrétisant, qu'en spatialisant, et en même temps, je pense que l'herménéia, c'est toujours la réintériorisation de ce qui a été extériorisé. Voilà. Bon. Voilà des choses que je voulais lancer comme ça, avancer un petit peu pour ouvrir une discussion.
vous voulez prendre la parole, bien entendu, et si la salle veut intervenir. Je trouve qu'il y a ce jeu complexe entre les faits que j'ai mis en évidence et qui est au cœur de la théorie de Turing, mais ce n'est que la pointe d'une iceberg de toute la pratique de l'information depuis Morse, en fait. C'est l'histoire de l'indépendance du codage et de la structure matérielle. Mais en fait, vous avez raison, en même temps, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, qu'on s'est trouvé, pour des raisons historiques, à une centralité en mathématiques de l'arithmétique, dans les fondements des mathématiques. Cela s'est concrétisé dans une pensée remarquable du calculable. Puis, il y a eu la possibilité historique de réaliser une machine à état discret qui collait parfaitement, aussi inspirée par cette arithmétique, mais qui collait quand même avec ces théories du calcul formel arithmétique pour des raisons historiques internes aux mathématiques. Et on a dit, ah voilà, on a l'information comme si c'était un absolu. En plus, même du point de vue mathématique, ce n'était pas la seule filière. Comme je le disais, en théorie du contrôle, on traite par des fonctions continues une forme de l'information de façon très différente, en fait. Donc, il y a une dépendance de l'information telle qu'elle s'est construite de la réalisation concrète de cette machine très efficace, qui a écarté d'autres machines. Il y avait Biner-Bush, en 1931, invente un intégrateur dans le continu qui fait du calcul intégral dans le continu, mais c'est approché, c'est flou, c'est moins efficace. Enfin, il arrive que cette machine à état discret a gagné. Je ne sais pas si c'est seulement plus efficace ou pour des raisons culturelles et historiques, c'est-à-dire c'est rôle la mathématique de l'arithmétique, c'est possible. Je ne suis pas capable de faire l'analyse. Mais donc cette machine a certainement aidé ou forcé même cette autonomie de l'information discrète de la machine elle-même. Donc c'est un drôle de mariage entre une prétendue indépendance de l'information de ces réalités concrètes et du fait que ceci est possible justement puisqu'il y a une machine à état discret. Puis quand cette information a acquis son autonomie culturelle, son autonomie scientifique, la théorie du software, du logiciel, la théorie de la programmation, indépendante de la machine, elle est retombée, dans le cas de la biologie, dans une lecture d'un observable qui manquait. L'énergie ne suffit pas, l'impulsion de la physique ne suffit pas. Paf, on a choisi cela, et il a projeté sa dépendance de facto du discret dans la biologie. Il n'y a que l'analyse moléculaire qui compte. Les analyses moléculaires sont très importantes, sont cruciales, mais elles sont intrinsèquement incomplètes, dans le sens que rien ne se passe au niveau moléculaire sans aussi une intervention causale des déformations, par exemple les pressions sur la chromatine, les rotations, les torsions de l'ADN, sont essentielles, contribuent positivement à l'expression génétique. Ce n'est pas du bruit, pas du tout. C'est cette unité de l'organisme qui intervient à travers des choses que on comprend mieux par des descriptions continues. Le monde, lui, il n'est ni continu ni discret, il est ce qu'il est. Mais vraiment, on construit des images, des lectures radicalement différentes dans le cas. Et cette imbrication du discret, de la machine à état discret et du succès de l'information qui est cruciale. Quand, évidemment, l'autre approche au fondement des mathématiques qui a eu tant de succès en physique, particulièrement la relativité, la géométrisation de la physique nous donne une image dans laquelle il n'y a jamais une dépendance du codage. C'est-à-dire, on peut donner une définition très vague, mais enfin, ce qui est géométrique n'est pas indépendant du codage. La forme dépend de comme elle est structurée. C'est vraiment, il y a une dépendance massive de la structure matérielle du codage. Donc, dans le cas de la biologie, comme montre Turing dans son article de la morphogénèse, il n'y a qu'une dynamique du matériel. C'est le contraire qu'il a inventé. Lui, il a inventé le dépardage logiciel matériel. Et dans l'article sur la morphogénèse, il n'y a pas de logiciel. Tout est fait pour donner un contre-exemple. Il dit, mon modèle est très simple, mais ça suffit à falsifier. Falsifier quoi? On comprend à la fin la nécessité d'un predefined design, d'un dessin prédéfini, d'un codage prédéfini. Lui qui a inventé le départage et qui est tout un article, il n'y a que les déformations du matériel. Déformations dynamiques, non linéaires, dans un gros rôle des brisures, des symétries, de l'aléatoire. Et c'est un regard tout à fait différent et qui a donné un apport important. Encore une fois, il faut dire autre chose en biologie, mais c'est ça. Donc, vous avez raison, il faut comprendre,
les rôles du matériel dans la description de cet immatériel. Oui, dans cet aspect continu et discontinu, je me dis, est-ce que la raison n'est pas a priori discontinue, et est-ce que cette notion de continu est pas pour nous quelque part métaphorique? C'est-à-dire, je veux dire, notre compréhension, pour comprendre les choses, il faut avoir cette notion de discontinu. C'est-à-dire qu'en fait, en biologie, même si on perçoit, il y a la compréhension, c'est une analyse, c'est analytique. Vous voyez, donc, est-ce que, pour moi, pour l'instant, dans ce que vous dites, je comprends cette notion de continu, mais pour moi, ça reste métaphorique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une matérialité du biologique qu'on n'appréhende pas, si ce n'est par des analyses, une raison discrétionnelle, quoi. Et c'est l'entendement et raison, ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce que vous entendez par entendement et raison? L'entendement, c'est tout notre fonctionnement biologique. Et on découvre de plus en plus qu'on a une intelligence qui n'est pas uniquement au niveau de notre raison, qui nous échappe complètement. Si vous permettez, on va prendre plusieurs questions. Sinon, on n'y arrivera pas. On a encore 25 minutes, je pense qu'on peut se donner jusqu'à 13h15, mais pas au-delà. On va prendre plusieurs questions. Merci pour cette première question. Oui, j'enchaîne en fait sur cette question par rapport à discrétisation, donc discontinu et continu. Peut-être, je me pose la question et j'aimerais peut-être avoir une réponse, ça serait aussi la différence entre du coup analytique et synthétique. Donc peut-être la discrétisation serait plus synthétique et la continuité plutôt analytique. Et si je fais quelque part un parallèle avec par exemple les diagrammes, les schémas, tout ça, ça serait peut-être les pointillés et les flèches continues. Est-ce que dans ce sens-là, quand on schématise, on a tendance à des fois expliquer avec des pointillés et des fois avec des flèches continues pour dire ça va directement à ceci. Donc est-ce qu'il y a une relation entre cette manière de schématiser, de diagrammatiser pour expliquer quelque chose qui en général vient entre deux phénomènes où on observe quelque chose et ensuite on va la comprendre, et entre les deux on a tendance à faire des notations, et dans ces notations là on utilise donc les pointillés et ce rapport entre la discrétisation du coup et le continu. Merci. Bon, troisième question. Après on fera un deuxième. Moi, je voulais revenir à la présentation de Jean Lassègue concernant l'écriture informatique. Vous avez mentionné qu'elle était caractérisée par une ontologie, justement on parlait du discret. Et je trouve intéressant d'observer que, bien que marqué de cette manière-là, et vous faites d'ailleurs un saut qualitatif finalement entre des différentes formes d'écriture en amont, en parallèle, et les écritures de ce type, en fait, elle repose des aspects propres aux autres types d'écriture, comme par exemple, vous avez mentionné la cryptographie. Alors moi, dans mon domaine, en sociolinguistique, on parlerait de cryptoglossie. C'est tout à fait identique. Et vous avez aussi pointé d'autres types de phénomènes communs avec ces autres écritures. Donc ça remettrait de la continuité d'une certaine façon. Que sont par exemple la vernacularisation, ou alors quand vous parlez des enjeux politiques qui se posent, on pourrait aussi parler de politique linguistique en la matière. Autrement dit, je trouve qu'il y a une forte proximité entre finalement ces différentes formes d'écriture dans les usages qui sont faits par les humains, ce qui n'y a pas tellement d'étonnement à avoir à ce niveau-là, mais on part d'une réflexion qui distingue discret et non discret pour finalement constater qu'en matière d'appropriation et de gestion, ça se rapproche. On s'arrête là pour une première phase, on reprendra avec Andrew.
puis on a dit aussi continu et discret, ce qui pour moi n'est pas la même chose. Mais peut-être vous voulez... Ben, oui, justement, dans le continu, Renton, par exemple, dit que le discret ne sont que des singularités dans le continu. Donc, il y a un univers conceptuel du point de vue mathématique qui saisit ces différences en donnant l'unité, le discret comme singularité du continu. Les discontinus, ça se présente très bien, essentiellement, dans le continu. Donc, la notion de discontinu n'est absolument pas la même des discrets. C'est dans le continu qu'on voit la discontinuité. Et il y a surtout une notion très riche physico-mathématique, qui est celle des transitions critiques. On peut avoir des discontinuités, non pas au niveau de la fonction, mais des dérivés, par exemple. Donc, il y a tout un jeu possible sur le discontinu dans le continu, et qui est très riche, il ne faut pas l'identifier. Mais je crois que quand on dit que la raison est discrète, on pense à l'alphabet. C'est comme dire que nous, quand nous parlons, nous produisons des digits, des bits. Ça, je crois, c'est un peu une vision à bande dessinée. Les enfants chinois disent que avec leur bande dessinée en idéogramme, je suis sûr qu'ils parlent autrement du langage. Ils disent, quand les gens parlent, disent des concepts, évoquent des images. C'est vraiment l'alphabet qui domine, est très riche. C'est l'alphabet d'une puissance extraordinaire, mais il ne faut pas identifier l'alphabet avec la raison. Les déformations propres à une image, la géométrie euclidienne basée sur rotation et translation est une rationalité dans la déduction géométrique. Quand Riemann ou Einstein voient les déformations de l'espace-temps, c'est une vision rationnelle, on raisonne sur les déformations de l'espace-temps, c'est de la science. Après, on le dira dans le langage alphabétique, on aurait pu le dire aussi dans les idéogrammes, je crois. Pour ne pas dire, en mathématiques, les rôles rationnels des diagrammes en théorie de catégorie. Et c'est vrai qu'on peut écrire des équations équivalentes à un diagramme, mais les diagrammes explicitent les symétries. C'est au cœur de la déduction catégorique, l'explicitation des symétries dans un diagramme qu'on ne peut que voir. Et on fait des déductions sur les diagrammes en déformant le diagramme par l'enjeu sur les symétries et les mesures des symétries. Ça, c'est de la rationalité. Et donc, l'identification du rationnel avec le discret de l'alphabétique, je crois encore, c'est un biais culturel dû à la puissance même de l'alphabet, mais qui n'inclut pas la rationalité humaine dans toutes ses façons de travailler sur le monde. Vous voulez dire cette thématique-là? Moi oui, je pense que moi, je pense être discret ou être analogue, digital ou analogue, ce sont deux ordres de grandeur. Si on parle avec Bachelard ici, c'est-à-dire deux réalités, deux différentes réalités. Mais on ne peut pas réduire une à l'autre. Ce que je voulais dire dans ma présentation est que il y a toujours il y a un problème chez les informaticiens, les mathématiciens pour moi, est que même ils peuvent penser l'être en termes de l'information. En dedans, l'information est forcément discrète. Mais ils ne pensent pas le devenir en termes de discret aussi. C'est-à-dire, c'est un programme, c'est une compréhension de l'être, mais c'est pas une compréhension de devenir. Et ça, c'est la question de devenir, c'est un problème politique, c'est une métaphysique politique. Et je pense Simondon n'est pas un matérialiste, c'est sûr, parce que Simondon comprend le matérialisme d'une manière très étroite. Il pense que le matérialisme, ça veut dire la réduction de la complexité à la simplicité. Mais je pense quand même dans la pensée de Simondon, si on dit il y a une évolution de l'information, et en fait c'est un processus de matérialisation des relations qui est concrétisé dans les objets techniques. Et je pense, même si Simondon ne parle pas de support, mais le support est toujours là.
si on pense des objets techniques. Et c'est ma spéculation, mais je me demande toujours pourquoi Simondon il a écrit Demande d'existence des objets techniques dans lequel il parle de l'individualisation. Après, sa thèse principale, l'individualisation à la lumière de la notion de forme et d'information. Parce que je pense dans la deuxième thèse de Simondon, il s'est rendu compte que en fait ça si on veut trouver une politique ou un programme politique, il faut revenir au support, c'est-à-dire les objets techniques. Je ne suis pas fidèle à Simondon et c'est mon interprétation de Simondon. Oui, pour essayer de répondre un peu à tout le monde, oui, l'enjeu fondamental, ça me paraît être effectivement le discret et le continu. Je voudrais juste dire deux choses là-dessus pour peut-être clarifier un peu le débat en prenant le cas de Turing, puisqu'il en a été question. Turing commence, comme l'a montré Giuseppe, par répondre à une question du formalisme posé par Hilbert. Donc on part du formalisme, et ce formalisme, c'est une alphabétisation des mathématiques. Bien, on se pose une question là-dessus. Il répond par un théorème négatif qui est la naissance de l'informatique, d'accord ? Donc c'est cette machine logique à état discret. Et progressivement au cours de sa vie, on voit quoi ? On voit qu'il essaie de se débarrasser de cette idée alphabétique discrète pour essayer de penser les formes dans la nature et l'émergence des formes dans la nature comme rupture de symétrie. Donc on passe du formalisme aux formes en passant par l'informatique. C'est ça le parcours, et on voit à partir de ce moment-là que ce parcours, on peut le lire comme finalement une mise à distance de plus en plus profonde des questions d'alphabet et de discrétisation pour essayer de penser l'apparition des formes comme unitaires, non pas simplement comme produits alphabétiquement et discrètement, hein, mais comme un processus unitaire morphologique, comme le décrivait Giuseppe. Je donne juste une petite anecdote. Tous les deux, on a écrit un article où on essayait de montrer comment la logique mathématique qui a donné, qui est à la racine de l'émergence de la question de calculabilité était liée à une question culturelle qui était celle de l'alphabet et de son automatisation possible. Et on a présenté ça dans un colloque en 2012 pour le centenaire de la naissance de Turing, qui était à Cambridge avec des gens tout à fait compétents et qualifiés. Et le thème du colloque, ça s'appelait How the World Computes. Et on est arrivé et on leur a dit, mais the world ne compute pas du tout. C'est pas ça qu'il fait. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Simplement, il y a des formes, des ruptures de symétrie, donc de la continuité. Et là-dessus, culturellement, on intervient par une discrétisation et on construit effectivement un certain nombre de modèles à partir de ce moment-là, qui sont effectivement à partir de matériaux discrets. Parce que c'est comme ça que l'intelligence humaine collective fonctionne. Mais il ne faut pas en faire une ontologie, évidemment. À partir du moment où on fait en ontologie, on finit comme l'article que tu citais, Giuseppe, je sais plus de qui, là, de 2014, de Anderson, voilà, sur Wired. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à une pensée complètement glacée, qui ne laisse plus la possibilité de voir émerger quelque chose de nouveau. Hein, d'accord. Tout est déjà contenu finalement dans les gènes, dans l'alphabet, etc. Bon, c'est pas comme ça que ça marche dans la nature. Et ça, c'est ce que Simondon appelle l'individuation, cette question. Moi, je voulais reprendre ce que vous disiez, là, votre question sur la raison et le discontinu ou le discret. Enfin, d'abord, je vais insister, pour moi, le discret et le discontinu, c'est pas la même question. Pour qu'il puisse y avoir du discret, il faut qu'il y ait du discontinu, mais il y a du discontinu qui n'est pas du discret. Ce que j'entends par discret, c'est un système d'éléments discrets. Hein. Donc, il faut que, pour qu'il y ait discrétion, il faut qu'il y ait système d'éléments discrets pour moi. Donc, avec une liste d'éléments, et c'est ça qui fait, voilà, la discrétisation au sens strict. Hein. Voilà, c'est une question d'analyse de liste finie ou indéfinie, mais en tout cas,
c'est pas la même chose que le continu. Le continu, enfin, que le discontinu, je veux dire. Excusez-moi, peut-être. Oui. Les mathématiques le disent très bien. Structure est discrète quand la topologie discrète est naturelle. C'est-à-dire quand on peut les partager de façon naturelle. Si on met la topologie discrète, tous les points sont ouverts et fermés sous la droite réelle, c'est pas naturel. On n'y fait rien. Mais ça, c'est très important puisque le phénomène d'intrication quantique, c'est justement ce qu'ils disent. La topologie discrète n'est pas naturelle dans l'univers quantique, puisque on ne peut pas séparer par une mesure, donc par une structure topologique, des événements qui ont été étriqués. Alors, ça, ce sont des questions. Il faut être très précis sur ces vocabulaires qui changent évidemment selon les théories, les époques, etc. Mais maintenant, votre question, tu veux dire quelque chose? Pour aller dans ton sens sur discrétisation continue, discret, tu parles de liste finie, c'est peut-être pas exactement fini, c'est plutôt l'idée de répertoire. L'idée qu'il y a un répertoire et que dans ce répertoire, il y a des éléments qu'on peut combiner. Voilà. Et alors, par rapport à ça, moi je crois qu'il y a une histoire de la discrétisation. Et cette histoire de la discrétisation, je l'ai appelée, en reprenant un terme qui n'est pas de moi, mais de Sylvain Auroux, la grammatisation. Parce que je pense que, et j'affirme aujourd'hui, peut-être que je serai infirmé bientôt, mais j'affirme aujourd'hui que nous pouvons être certains qu'au Paléolithique supérieur, le processus de discrétisation a commencé. Parce qu'on en a des signes tout à fait maintenant indubitables, à mon avis en tout cas par le travail de Marc Azema, récemment publié il y a 2 ans. Et je pense qu'il y a une histoire de cette grammatisation qui reste à faire aujourd'hui, que Sylvain Roux avait faite sur un champ très très restreint. On l'avait d'ailleurs invité à Costec il y a 25 ans, que Clarisse Ehrenschmidt explore aussi, mais qui est à élargir encore. Pour moi, par exemple, le canard de Vaucanson, l'automate de Vaucanson, c'est un processus de discrétisation du mouvement, et c'est extrêmement important de penser ça pour penser, par exemple, le capitalisme et la discrétisation des gestes des travailleurs qui rend possible ce que Marx appelle la prolétarisation. Alors maintenant, pour répondre à votre question, enfin si je l'ai bien comprise, pour essayer d'y répondre, parce que si j'ai bien compris, vous disiez la raison est discontinue. J'ai noté ça. Bon. Ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez, mais j'ai peut-être mal compris, c'est que vous disiez que la raison est singulière. C'est-à-dire qu'un point de vue raisonnable, d'un être raisonnable, qu'on va pas appeler un homme, mais on va appeler ça un sujet transcendantal, si on parle la langue des philosophes idéalistes, c'est un point de vue qui est capable d'affirmer une singularité. Et de l'affirmer, chez Kant, ça veut dire comme une finalité. Parce que chez Kant, la raison, c'est le règne des fins. Dans un langage qui n'est pas kantien, évidemment, qui est postérieur à Kant, on va dire c'est une réalité négantropique. C'est une capacité négantropique d'un type particulier qui n'est pas réductible à la négantropie telle que Schrödinger, par exemple, la présente dans Qu'est-ce que la vie, mais qui procède de cela aussi. Bon. Personnellement, je raisonne énormément aujourd'hui, en ce moment, beaucoup, en termes d'entropie et de négantropie, avec les 3 théories de l'entropie et de la négantropie, au moins 3 que nous connaissons, dont 2 ont été cités ce matin. Et une 3e qui est la thermodynamique en tant que telle, qui est une théorie cosmologique, on pourrait quasiment dire. Hein. Alors, dans votre question, pour moi, il n'y a pas du tout, si vous voulez, la raison en tant qu'elle permet d'affirmer une singularité ne le permet qu'en tant que capacité synthétique. C'est dans la langue de Kant que je parle là, hein, bien entendu. Je ne parle pas de la raison d'Aristote ou de Platon. Je ne parle pas de la raison de Hegel. Je parle de la raison de Kant, c'est-à-dire la raison telle que chez Kant, il y a 3 dimensions fondamentales de la connaissance qui sont l'intuition, l'entendement et la raison. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à cela aujourd'hui, y compris parce que mes amis qui sont là, en tout cas Jean, j'en suis sûr, lit beaucoup Cassirer, et Cassirer est un interprète de Kant. Voilà. Et je pense il a transgressé Kant, et moi je pense qu'il faut transgresser Cassirer transgressant Kant. Voilà. Donc, mais ça c'est pour plus tard. Mais en tout cas, pour revenir à votre question, ça n'est pas parce qu'on va affirmer que la raison s'affirme comme singularité qu'on va la mettre du côté du discret, ni même du discontinu. C'est pas la singularité, ça c'est ce que montre Simondon.
Alors, elle se produit dans un saut quantique, comme dit Simondon, donc il appelle ça l'individuation. Donc, il y a un élément de rupture, mais sur une continuité qui est ce que Simondon appelle le fond préindividuel. Donc, si on ne part pas du continu, si on ne part pas du fond de continuité, on ne comprend absolument rien. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce fond de continuité, ce fond préindividuel ne peut pas produire de la discontinuité. Non, c'est pas métaphore. Non, c'est pas. Continuité, c'est le mouvement, c'est le geste. C'est sûr qu'il y a un continu dans la nature, les contenus ont un tort, c'est une reconstruction a posteriori, la meilleure connaît, mais il n'est pas là. Nous avons suivi d'une trajectoire par les contenus, puisqu'on a la FOVEA qui suit la trajectoire, et en même temps on a une rétention de la trajectoire faite par une pierre qui vole. La rétention et puis la prétention la précède. En récollant cela, on a un effet qu'on appelle le continu. Et puis, par un processus très complexe de l'histoire, on a projeté derrière, on a dit, alors derrière la trajectoire, il y a un espace, on dira même cartésien, qui est continu. Mais certainement, c'est toute une reconstruction. Une grenouille qui n'a pas de FOVEA et fait des instantanés du monde, n'a certainement pas une image du monde. Vous pouvez essayer de lui poser la question. Elle voit des flèches discrètes. C'est tout un processus qu'on a fait, probablement, puisque la FOVEA nous fait et la mémoire et le jeu de la protension nous récolle la trajectoire. C'est ça le continu. Et aussi pour essayer de répondre à votre question et aussi à l'autre question que vous aviez posée à partir de la sociolinguistique. Parce que dans ce que vous disiez à propos des schémas, ce qui veut dire figure, hein, je pense que ça peut-être que Giuseppe Longo sera pas du tout d'accord avec ce que je veux dire, et je le dis en grand naïf, hein, c'est-à-dire que je ne. Mais en même temps, je me suis toujours interrogé beaucoup à partir de ce texte de Husserl sur l'origine de la géométrie et le rapport à l'écriture, sur le rapport entre écriture et figuration chez Husserl. Et j'ai toujours pensé que il y avait dans les processus de figuration et de schématisation des compromis entre justement continu et discontinu qui tentaient de s'assumer. Là, je parle dans la géométrie et dans la géométrie du protogéomètre, hein, donc une géométrie primitive, si je puis dire. Derrière cette question, il y a la question pour moi du schématisme, au sens de Kant cette fois-ci. Je reviens à nouveau à Kant et donc à une quatrième faculté qui est l'imagination transcendantale. Le schématisme, je soutiens moi, et c'est là que d'ailleurs je pense qu'il faut transgresser la transgression de Cassirer, je soutiens que le schématisme kantien est artefactuellement constitué, qu'il n'est pas transcendantal, qu'il est en fait figural, c'est-à-dire qu'il est constitué par des artefacts, par exemple l'écriture alphabétique, comme Husserl l'a posé. Mais c'est pas kantien du tout, ça peut pas être, c'est insoluble dans Kant, c'est indigeste. Kant ne peut pas accepter un point de vue comme ça. Et donc je pense qu'il faut rapporter ça à la question du schématisme et à la question et ce que vous disiez sur la cryptographie et ce que disait Jean sur la cryptographie tout à l'heure, et y compris en parlant des scribes, des néoscribes. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une question des néoscribes que seraient les informaticiens, par exemple? C'est parce qu'aujourd'hui, l'informatique, dans son statut actuel, et c'est un grand débat au Conseil national du numérique de savoir comment il faut introduire l'informatique à l'école, chez les enfants, elle n'est pas schématisée au sens où le schème informatique n'est pas intériorisé aujourd'hui dans la formation de l'attention, dans la formation de ce que j'appelle moi la raison. Et je pense que le schématisme, c'est quelque chose qui s'intériorise, qui est d'origine artefactuelle, et ce sont des décisions politiques qui font que, on va dire, la noèse, à partir de maintenant, passera par une intériorisation de cette schématisation. Et alors, l'informatique posant des problèmes très particuliers, parce que l'informatique permet des délégations de fonctions de l'entendement. Et ce que ne permettait pas l'écriture, parce que l'écriture alphabétique, ce n'est pas une délégation de fonctions de l'entendement, c'est une constitution des schèmes de l'entendement, selon moi en tout cas. Et donc de la grammaire, de la logique, etc., à partir de là. Voilà, je voulais dire ça pour aussi essayer de rebondir aussi sur vos deux questions et pour les lier. Il y a un élément d'intelligibilité qui partage le continu et les discrets. Encore une fois, les contenus, c'est notre reconstruction du mouvement, de la saisie du mouvement et du geste. Mais ce qui nous rend intelligible, c'est qui échappe totalement à toutes les visions computationnelles du monde, de la biologie, etc.,
c'est la fluctuation en dessous de la mesure. C'est-à-dire, quand par les continus, on ne pose pas une limite inférieure à la mesure, qui est de facto, par des principes théoriques toutefois, est limitée, il y a toujours la fluctuation thermique, la fluctuation quantique qui ne sont pas mesurables, et la fluctuation, la nuance en dessous de la mesure possible, ça se saisit seulement par une approche reconstruite, c'est notre reconstruction mathématique, par les continus. Toutes ces idées discrètes, ce qui perd. C'est pour ça que je dis, mon exemple favori, c'est de dire, on ne voit pas mieux que sur un ordinateur une turbulence, un attracteur, donc une dynamique chaotique, mais les défauts du discret, c'est qu'on fait restart, il va faire exactement la même turbulence, la même dynamique chaotique, ce qui n'a pas de sens physique, puisque le propre d'une dynamique sensible, chaotique, d'une turbulence de l'air, c'est justement de ne pas itérer à l'identique, puisque la moindre fluctuation en dessus de la meilleure des mesures possibles va changer totalement la dynamique. Et ceci, le discret le perd. C'est la perte de sens physique radical. Sur là où on voit le mieux, on a redécouvert 100 ans après Poincaré les discrets et le chaos, justement, puisqu'on avait ces machines Lorentz, l'attracteur étrange, ça se fait grâce aux machines. Mais ces machines, à cause du discret, donnent une image totalement déformée du mouvement et s'assoit tout de suite par l'itération. Oui, juste pour aller dans le sens de Giuseppe, parce que c'est de toi que je le tiens. C'est vrai que tu avais cet exemple du double pendule. Voilà. Bon, c'est vrai que quand tu appuies sur Restart, tu vois exactement la même courbe qui se dessine, alors qu'évidemment dans la nature ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du continu, ça? Ça veut dire que le fait que l'itération soit pas possible, c'est ça qui va permettre d'engendrer de nouvelles formes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc c'est pas, on n'oppose pas le discret et le continu. On dit le continu, c'est le lieu où peut se construire de nouvelles formes. Et ça donc faut bien voir ça. C'est pas un couple d'opposés. Il y a quelque chose de plus profond quand on se place du point de vue de la génération. Et du point de vue de la génération, on doit en passer par le continu. Voilà, c'est comme ça. C'est ça la structure ontologique du monde, alors pour le coup. Andrew, je te donne la parole. Merci. Un point d'histoire intellectuelle par rapport à cette distinction entre l'analytique et le synthétique. Je pense que la première fois que ça s'est pensé en termes sociaux, c'est chez Lukács avec la théorie de la réification. Parce que qu'est-ce que la réification? C'est l'imposition de formes analytiques sur la vie sociale. Et ça provoque, selon Lukács, des résistances qui viennent de l'impossibilité d'absorber tout le contenu dans la forme. Je ne sais pas exactement comment ça se relie à la distinction entre continu et discontinu dont on parle, mais il y a sûrement une façon d'ajuster ce concept de réification pour de faire travailler avec ces concepts que vous développez. Oui, je crois effectivement qu'il y a moyen. Moi, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure de Zone-Rettel. Zone-Rettel voit exactement les choses comme ça. C'est-à-dire, l'idée de réification, c'est pour lui, l'esprit, c'est en fait une fétichisation et une réification d'un processus qui est celui de la monnaie, de l'échange monétaire. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose à travailler, à articuler. Je ne sais pas exactement comment. Enfin, voilà comment moi je réagirais. Oui, bonjour, moi j'avais un commentaire par rapport au premier exposé, et puis ça parle aussi de l'histoire des scribes et de l'aspect artefactuel. Alors, c'est pas, je vais descendre de plusieurs niveaux d'abstraction là. Je trouve ça très intéressant ce que vous avez décrit comme étant un problème de lecture, alors que vous parliez d'écriture. Il y aurait peut-être une piste du côté de ce qu'on appelle les langages réflexifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est-à-dire des langages de programmation qui sont capables de rendre compte d'eux-mêmes.
et notamment du point de vue justement de la possibilité de, enfin, vous parliez de ce feuilleté qui consisterait à pouvoir dépiler des feuilles qui permettraient justement de retrouver un accès au code. Ce sont des langages, historiquement il y en a eu quand même pas mal, qui permettent justement de donner leur propre code et de le modifier. Et donc de donner une espèce de compréhension causale de ce qui s'affiche sur votre écran et de retrouver l'accès à l'écriture justement, mais par la lecture, très très précisément. Il y a eu par exemple tout ce domaine de recherche des langages à méta-objets, les MOP de Kixales. Pour les langages réflexifs, vous avez eu des travaux à MIT qui ont été faits avec toutes les technologies d'introspection, etc. Alors c'est très technique comme remarque, mais je pense qu'il faut pas écarter ce genre de possibilités. En fait, l'idée c'est que pour réintroduire un petit peu de la démocratie dans le monde des scribes informatiques, il y a vraiment des principes de conception qui devraient pouvoir être suivis et qui ne le sont délibérément pas pour assurer ce pouvoir. Mais ça, c'est vraiment une piste, alors un peu technologique, je m'excuse, mais qui est réelle et qui doit être exploitée. Ah, je sais pas. C'est possible. Oui, oui. Les informaticiens qui ont perdu leur boulot, c'est la question du capital qui a l'intention de garder le contrôle du processus. Parce qu'en fait, la réalité, les informaticiens, au contraire, la plupart des informaticiens avec lesquels je travaille, moi, sont dans une politique, au contraire, de logiciels libres, d'acculturation, etc., etc. Donc, moi, de mon petit point de vue, a été une des raisons du très grand succès et de l'explosion immédiate du web, c'est qu'on pouvait lire du HTML. Et c'est ce principe-là. Alors, il faudrait aller beaucoup plus loin que ça, mais votre histoire de pièces de monnaie, ça a existé en informatique. Mais malheureusement, très peu de temps. Aujourd'hui, c'est fini. Non, mais là, je vous remercie beaucoup de cette remarque parce que ça nous met sur la trajectoire dont je parlais tout à l'heure, la vectorisation. Moi, je crois que toutes ces choses, l'écriture, ce sont des pharmacas. Donc, et Socrate a constitué sa pensée contre une toxicité du pharmacone de l'écriture. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, y compris Derrida, Socrate n'était pas du tout contre l'écriture. D'ailleurs, Derrida n'a pas dit ça exactement, mais il a laissé dire ça. Bon. Et parce que Socrate savait très très bien que sans l'écriture, il y avait rien de la cité grecque. Il la défendait comme un. Par contre, il a posé le problème d'une pharmacologie de ces technologies, et en disant que ces technologies, si elles ne sont pas accompagnées d'un savoir critique, deviennent toxiques inévitablement. Et donc, il faut produire des thérapeutiques de cela. Alors. Là, c'est vraiment important ce que vous dites parce que dans la communauté des scribes, il y a des démocrates. Comme il y a eu à un moment donné, j'arrive plus à retrouver son nom, un personnage presque légendaire dont on dit c'est lui qui a déposé le pouvoir, le Kratos entre les, comment il s'appelle? Non, c'est pas Solon, c'est Maïandrios. Comme Maïandrios, qui était le prêtre roi, aurait dit, c'est plus ou moins une légende d'après Vernon, aurait dit, eh bien je mets les instruments du pouvoir entre tous. Voilà. Il y a des informaticiens qui ont fait ça, à Berkeley en l'occurrence, à Berkeley ou MIT. Ça, le participatory design, qui consiste, alors là c'est moins technique par contre, mais qui consiste à mettre vraiment les gens qui vont utiliser les outils au centre des processus de conception, mais en fait c'est la même idée. C'est la même idée. Et juste une remarque sur l'open source, c'est bien, c'est un petit peu dans cet ordre d'idée-là, mais ça suffit pas. C'est pas parce que vous avez accès au code de Linux que vous allez pouvoir faire quelque chose. Enfin, c'est un principe de conception de plus haut niveau. Qui va intervenir demain d'ailleurs. Yannick Prier est à Nantes et Alain Mille est à Lyon. Nous travaillons sur ce que j'appelle moi une tracéologie informatique, sur une traçabilité réflexive, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Et nous, à l'IRI, soutenons
que aujourd'hui il faut créer des systèmes d'annotation contributive et que les contributeurs doivent annoter et en annotant figurer, construire des réseaux de transindividuation, construire des espaces de controverse et reconstituer ce que vous disiez à propos du web au départ. Voilà. Et ça, nous y travaillons et nous soutenons même, et c'est un des objets pour moi, un des enjeux du colloque de fin décembre, dont je voudrais convaincre mes amis de l'Agence nationale de la recherche aussi. Quand je parle de ceux qui siègent comme moi, voilà, dans ces commissions, qu'il faut que l'Europe réinvente un web fondé sur ces technologies-là et non pas sur les technologies disons d'un capitalisme computationnel qui ne marche plus maintenant que pour le marché. Et alors que le web était fait pour l'herménéia au départ, c'était vraiment un espace herméneutique. Donc, et ça, on peut le relancer. Mais ça suppose, c'est pour ça qu'on parle de digital studies, ça suppose une remise en perspective du numérique dans l'histoire de l'écriture et même, moi je dis, jusqu'au paléolithique supérieur, dans l'origine de la grammatisation. Et donc ça suppose, en fait, c'est aussi une anthropologie nouvelle qui est derrière tout ça. Hein. Au sens de cassireur un petit peu. Il faut qu'on s'arrête. Excusez-nous. Bon, voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention. On se retrouve donc à 14h30 en espérant